Bonjour à tous et bienvenue dans NTD le journal. Voyons maintenant les grands titres de l'actualité chinoise de ce mercredi 4 juillet. Avec l'élection de Guo Jinlong, Hu Jintao maintient son influence. Les autorités de Shifang capitulent face à la pression de la rue. Le 3 juillet a eu lieu l'élection du comité municipal de Pékin. L'actuel maire de Pékin, Guo Jinlong, a été élu secrétaire du comité municipal, tandis que le secrétaire sortant, Liu Qi, a subi la défaite. D'après certaines analyses, Guo Jinlong fait partie de la faction de Hu Jintao et son élection signifierait que Hu Jintao a repris le contrôle de l'administration de Pékin. Le 3 juillet dans l'après-midi s'est achevée l'élection du renouvellement du comité municipal de Pékin. Le secrétaire sortant Liu Qi a été remplacé par l'actuel maire de Pékin, Guo Jinlong. Guo Jinlong est en fait un homme de Hu Jintao. Il a été placé expressément auprès de Liu Qi afin de jouer un rôle d'influence sur ce dernier. Hu Jintao a entièrement confiance en Guo Jinlong. Le remplacement de Liu Qi par Guo Jinlong montre que Hu Jintao a déjà repris le contrôle de l'administration de Pékin. Selon l'analyse de Chang Sutian, Pékin est le siège du cerveau du Parti communiste chinois ainsi que celui de la présidence Changdan-hai. Maintenant, le poste du secrétaire du comité municipal de Pékin est entre les mains du maire de Pékin. Le contrôle de l'administration de Pékin est un baromètre pour le monde extérieur montrant si la position des plus hauts dirigeants est stable et s'ils ont le véritable pouvoir. D'après Chang Sutian, la défaite de Liu Qi signifie le déclin de la faction de l'ancien président chinois Jiang Zemin. Jin Qingling et Liu Qi, les hommes de confiance de Jiang Zemin, contrôlaient Pékin depuis le règne de Jiang Zemin jusqu'à aujourd'hui. Le pouvoir sur l'administration de Pékin de la faction de Jiang ou de la faction post-Jiang représentée par Chu Yongkang et Zheng Qinghong a été confisqué. Âgé de 64 ans, Guo Jinlong a été le vice-secrétaire du comité provincial du Sichuan, le secrétaire puis le vice-secrétaire du comité de la région autonome du Tibet. Il a été élu maire de Pékin en 2008. Selon l'analyse de Reuters, cette nouvelle fonction de Guo Jinlong pourra garantir le maintien de l'influence politique de Hu Jintao après sa succession. Nouvelle NTD. Cette semaine, la ville de Shifang de la province du Sichuan a été la scène de manifestations massives et violentes. Des dizaines de milliers d'habitants et d'adolescents sont descendus dans les rues pour protester contre la construction d'une usine de molybdène et de cuivre sur place. C'est un projet de 10 milliards de yuans, le plus gros investissement de l'histoire de la ville. Cependant, il s'agit aussi d'un projet qui va énormément polluer la région. Sous la pression massive des habitants locaux, les autorités de Shifang ont finalement cédé ce mercredi en stoppant la construction de l'usine et ont déclaré que ce genre de construction ne verrait plus le jour à l'avenir. Les manifestations dans la ville de Shifang ont atteint leur point culminant hier soir. Des dizaines de milliers d'habitants sont descendus dans les rues. Des lycéens et collégiens sont même allés en grève pour dire « Protégeons l'environnement de Shifang, rendez-nous notre belle terre ». Hier, plusieurs troupes militaires ont été envoyées sur place et la situation s'est empirée. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes et des grenades incendiaires. Il semble que 13 étudiants ont été gravement blessés. C'est très grave. Aussi, lundi après-midi, des lycéens et collégiens ont jeté des débris sur les policiers. La police armée s'est défendue avec des boucliers et a lancé des gaz lacrymogènes pour riposter. De nombreuses personnes ont été blessées par la police. Selon une information non confirmée, 2 personnes auraient trouvé la mort. La police de Shifang avait même affiché un avis avertissant les habitants interdiction de rassemblement, de défilés et de manifestations illégales. Mais cela n'a pas empêché les habitants d'apposer leur signature sur une large pièce de tissu blanc afin de contrer la construction de l'usine. Nous n'avons appris la nouvelle qu'après l'inauguration de la construction. On nous a interdit d'aller protester sous peine d'être licenciés ou punis sous d'autres formes. Selon les autorités de Shifang, ce projet, déjà évalué par le département de la protection de l'environnement, sera réalisé avec la haute technologie et sera à zéro pollution. Mais le peuple n'y croit pas du tout. Le problème de l'environnement est aussi un problème économique. S'il y a des intérêts importants, les départements de la protection de l'environnement en tireront profit également. Liés par les intérêts économiques, ils vont plutôt considérer les choses du point de vue des entreprises plutôt que celui des habitants. Donc, même s'il existe des réglementations en Chine continentale, elles n'arrivent pas à contrôler véritablement le lancement des projets qui génèrent une grave pollution.
Sous la pression massive des habitants locaux, les autorités de Chifeng ont cédé ce mercredi en arrêtant la construction de l'usine. Le secrétaire du comité municipal de Chifeng a déclaré aux journalistes que c'était à cause de la mauvaise communication que les habitants n'ont pas compris le projet, qu'ils ne l'ont pas soutenu et qu'ils ont eu une réaction violente. La municipalité de Chifeng a aussi précisé que ce genre de construction ne verrait plus le jour à l'avenir. Nouvelle NTD. Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Lors de la phase finale des championnats du monde de volleyball féminin, la Chine a perdu 4 matchs sur 5. L'entraîneur Yu Jueming a expliqué que les joueuses avaient été soumises à un régime végétarien pendant 3 semaines pour éviter la consommation de viande corrompue au clenbutérol et que les joueuses avaient ainsi perdu leur force et leur jeu. Ces explications ont choqué le public. La véritable question est de savoir s'il faut ou non remplacer l'entraîneur de l'équipe nationale qui semble ne pas avoir fait un bon travail. Les championnats du monde de volleyball féminin ont eu lieu du 8 juin au 1er juillet à Macao et dans les provinces du Guangdong, du Henan et du Ningbo. 16 pays y ont participé. 6 pays ont participé à la phase finale à Ningbo. La Chine a perdu 4 matchs sur 5, ce qui la place en avant-dernière position devant Cuba et derrière les États-Unis, le Brésil, la Turquie et la Thaïlande. Selon l'entraîneur de l'équipe nationale Yu Jueming, les joueuses n'étaient pas au mieux de leur forme à cause d'un régime végétarien de 3 semaines. Les athlètes se sont abstenus de manger de la viande par sécurité afin d'éviter les viandes corrompues au clenbutérol. Leur force et leur forme ont diminué et certaines joueuses ont souffert de crampes. Cette explication de Yu Jueming a provoqué la colère parmi les internautes sur les microblogs Sina ou Tencent. Est-il vrai que les volleyeuses chinoises ont perdu 4 matchs à cause d'un régime sans viande? 你不觉得很可笑吗？因为你怎么样，你不吃猪肉，你不能活了。是因为跟肉这个扯起来，我觉得根本就是有点不搭界的事情。话再说回来，因为有些运动员他们都不吃猪肉的，你怎么讲呢？对不对？有些人不吃猪肉，他一向也是一个很优秀运动员。但现在这个不是说你没有猪肉吃就没办法训练，就达不到状态，根本不可能就是有这样子的牵狗。 Beaucoup de fans de volleyball ont trouvé les propos de l'entraîneur très drôles. Certains ont dit « les moines Shaolin n'ont jamais mangé de viande, d'où tirent-ils leur force ?» Pour d'autres internautes, Yu Jueming a trouvé cette excuse pour sauver la face. Mais l'équipe n'était tout simplement pas capable de gagner. 中国的体育制度我非常清楚，这个里边牵涉到很多有一些背景的事情。表面上你看是这样子，因为这里边牵涉到一个我会不会换人呢？ 按照通常惯例啦，就是说，如果你打不上去，你有一个连带责任的问题，你是不是该换人？而且中国我知道在体育界里有这样子的现象，就是说有人捧你，也有人黑你。你如果打得不好那后面有的人会来顶替你。 Jubin ajoute que cela montre combien les gens en Chine ont été effrayés par la viande corrompue au clenbutérol. Avant les Jeux Olympiques de Pékin, l'athlète Wu Yang Kunpeng et la nageuse américaine Jessica Hardy ont été testés positifs à un produit interdit à cause de suppléments alimentaires corrompus. Ils ont dû abandonner la compétition. Le champion olympique de judo, Tong Wen, a été testé positif au clenbutérol et a été banni des compétitions internationales pour 2 ans. Le champion olympique d'haltère, Liao Hui, a aussi été testé positif à cause de suppléments corrompus et a été exclu. La rameuse olympique Huang Wenyi a posté sur son microblog « Le 21 janvier, le ministère des Sports a publié une note selon laquelle les sportifs ne doivent pas manger de viande de porc, d'agneau et de bœuf. Dans le passé, la viande saine était livrée par voie aérienne. » Huang Wenyi poursuit « Aujourd'hui, ces viandes sont également corrompues au clenbutérol. Reste-t-il quelque chose de sain dans la société ?» Dossier interdit, NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Démission de la ministre Bev Oda. Bev Oda, membre du Parlement et ministre de la Coopération internationale, a présenté sa démission au Premier ministre Stephen Harper. Elle a annoncé qu'elle démissionnerait de son poste de ministre et en tant que membre du Parlement. Bien que le Premier ministre Stephen Harper l'a remercié pour son travail acharné et son dévouement, il n'en demeure pas moins que le parcours de Bev Oda a été l'objet de nombreuses critiques. Récemment, la ministre avait soulevé la controverse quand elle s'est rendue à Londres pour une conférence en juin dernier. Son bureau lui avait alors réservé une chambre dans un hôtel 5 étoiles. Mais la ministre avait insisté pour rester au Savoy, un hôtel reconnu pour être l'un des plus luxueux au monde.
La ministre Beboda y est restée 3 nuits au coût de $600 la nuit, ce qui est le double du prix de l'hôtel où elle devait rester originellement. Ses dépenses au Savoy incluaient un verre de jus d'orange au coût de $16. La ministre Beboda quittera ses fonctions à la fin du mois. Elle a été élue pour la première fois sous la bannière conservatrice en 2004, après une carrière dans le milieu de la télévision. Hier, nous vous présentions un reportage sur la nourriture peu savoureuse de l'hôpital et comment le coût des aliments dicte les menus faits dans ces hôpitaux. Si la plupart de ces établissements servent de la nourriture industrielle, il y en a au moins un qui essaye de faire la différence. Voici notre deuxième reportage sur la nourriture dans les hôpitaux. Alex McEachern inspecte un croustillant aux fruits sans gras sorti du four. C'est bien car cela peut aller avec des bleuets ou des pommes. Bien sûr, le croustillant d'Alex est savoureux, mais ce n'est pas la raison pour laquelle elle est si contente. Elle est excitée car son dessert est l'item vedette servi à l'hôpital Saint-Michael de Toronto. Nous avons des pommes de l'Ontario sur nos menus. Alex, traiteur de profession, a été engagé par l'hôpital pour reventer son menu terne, un menu préparé hors site et qui est fait en partie de nourriture industrielle. Mais faire de la cuisine maison à l'hôpital n'est pas chose facile. Créer des recettes avec le plus d'aliments possible était un défi intéressant. Mais ce n'était pas seulement le défi d'Alex. L'administration de l'hôpital voulait ajouter de la fraîcheur qui manquait à ses repas. Mais elle voulait le faire avec son budget existant. Dans les milieux hospitaliers où les budgets se font rares, les services alimentaires recherchent l'efficacité. En moyenne, un hôpital ne peut se permettre que $8 par jour par patient. Nous travaillons avec le budget existant. Madame Fletcher gère la cuisine de l'hôpital. Elle affirme que l'idée d'utiliser des aliments frais était perçue comme coûteuse. Selon Fletcher, pas du tout. De tous les items développés, 70% ont coûté le même prix ou moins cher. Fletcher affirme aussi que le nouveau menu contribue à la réduction du gaspillage. Avant ces changements, 30% de la nourriture allait aux poubelles. Pour les patients, la réaction est positive. Ça a l'air bien et ça n'a pas l'air de quelque chose qui a eu plusieurs années. L'hôpital a encore beaucoup à faire avant que chaque repas soit cuisiné, mais il y a au moins une douzaine de nouvelles options. Nous avons 3 opportunités par jour pour faire la différence. Pour McEachern, c'est tout un début. Lundi, un homme de Calgary entamait la traversée du Canada à la Corse de l'est à l'ouest pour une levée de fonds au profit d'un hôpital d'Alberta. Lors de son périple, il a vécu une expérience fâcheuse au Québec qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'est au sud de la ville de Québec que Curtis Hargrove s'est fait arrêter par les forces policières de la Sûreté du Québec. J'ai été arrêté hier en courant sur la transcanadienne. En fait, Curtis Hargrove a commencé son périple depuis la côte est du Canada. J'ai traversé Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sur la transcanadienne. Dans certaines villes, j'ai eu une escorte routière et je n'ai jamais été arrêté par une seule fois. En fait, la police clignotait souvent ses feux pour me saluer. Mais au Québec, il a été interrogé pendant des heures et inculpé d'entrave à la justice après qu'il ait eu refusé de quitter l'autoroute. La Sûreté du Québec déclare que toute personne qui entame une course ou marche sur l'autoroute transcanadienne doit obtenir la permission du ministère des Transports du Québec avant qu'il ne commence. Notre coureur albertain en avait été averti et a enfreint cette loi. Eddie Nolan est lui-même coureur de longue date sur les routes du Québec. Il voit cette arrestation comme une source d'embarras. Les policiers doivent faire leur travail. Je comprends qu'il y ait la sécurité, mais ils auraient pu être un peu plus accommodants. Monsieur Hargrove n'est pas le premier coureur à se faire expulser de la transcanadienne au Québec. Le renommé Terry Fox a connu le même sort. Il a été forcé de courir sur les routes secondaires lors de son marathon de l'espoir il y a 32 ans. Cet expert juridique affirme que les règles relatives à l'autoroute Trans-Canada sont similaires pour tout le pays. D'une manière générale, légalement, vous n'avez pas le droit de marcher sur l'autoroute. Un policier a le droit légal de vous donner une contravention pour cette infraction au Québec. Curtis Hargrove va reprendre la route bientôt, mais il restera sur les voies de service. J'ai signé une déclaration qui m'interdit de courir sur l'autoroute transcanadienne, sinon je vais en prison. Veut pas, il sera de retour pour une audience devant le tribunal en septembre prochain.
Et restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Un rapport inquiétant de Human Rights Watch sur les tortures en Syrie. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. Bem-vindo a NTD Notícias. Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. Cette semaine, le groupe de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a publié un rapport sur les tortures infligées aux prisonniers en Syrie. Ce rapport alarmant dresse une liste des formes de torture ainsi qu'une carte détaillée des centres de détention où ces tortures sont infligées. Human Rights Watch a appelé les Nations Unies à faire juger ces exactions devant le tribunal pénal international. Un rapport choquant, hautement illustré, des tortures perpétrées en Syrie depuis plus d'1 an a été publié par le groupe de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Ce rapport présente des interviews d'anciens détenus et de fuyards qui décrivent les méthodes de torture utilisées dans les centres de détention syriens. Un jeune garçon de 13 ans, surnommé Ossam, a été arrêté avec son oncle alors qu'il rentrait, après avoir passé un examen à l'école. La deuxième fois qu'ils m'ont emmené pour m'interroger, ils ont commencé à me questionner et à m'électrocuter. Je me suis évanouie pendant 5 minutes. Lorsque je suis revenue à moi, je me suis retrouvée dans une cellule, mais mon oncle n'était pas avec moi. La troisième fois qu'ils m'ont emmené pour m'interroger, la dernière fois, ils m'ont arraché les ongles. Human Rights Watch a appelé les Nations Unies à agir et à présenter ces crimes et les personnes identifiées dans le rapport devant le tribunal pénal international. Une vidéo amateur semble montrer un tank du régime syrien au milieu de décombres, prêt à ouvrir le feu dans la ville de Douma. Reuters n'a pas pu vérifier le contenu de cette vidéo qui a été diffusée sur le site de médias sociaux. Lors d'une réunion à Genève le week-end dernier, les puissances internationales ont affirmé qu'un gouvernement de transition devait être mis en place en Syrie, mais il n'a pas encore été précisé si l'actuel président Assad pourrait jouer un rôle dans ce processus. Plus d'un mois après les séismes qui ont touché la région d'Émilie-Romagne en Italie, les habitants ont commencé le processus de reconstruction avec le soutien des autorités locales. Dans la ville de Mirandole, l'objectif est de pouvoir fournir avant l'hiver un logement décent à tous ceux qui vivent encore sous des tentes. Voyons sur place le reportage de nos correspondants. Un mois après le tremblement de terre de magnitude 6 qui a touché la région d'Émilie-Romagne et en Italie, la population progressivement sort de l'état d'urgence pour commencer à reconstruire. Dans la vieille ville de Mirandole, les personnes affectées par le tremblement de terre travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour essayer de retrouver une vie normale.
Ces quelques derniers jours, nous avons progressivement amélioré les quartiers du centre-ville endommagés par le tremblement de terre. Nous rouvrons les routes pour que les affaires et la vie puissent reprendre. Là où les routes sont accessibles, les activités peuvent reprendre leur cours normal. Des agents de la protection civile et des pompiers s'assurent que les rues et les constructions ne présentent aucun danger. Les autorités locales travaillent dur aussi. Nous espérons ouvrir les écoles en septembre. Il nous faut donc trouver les espaces et les structures. Nous devons également trouver des logements décents avant l'hiver pour tous ceux qui n'ont plus de foyer. Le tremblement de terre a touché 6 provinces du nord de l'Italie, toute une région d'environ 900 000 habitants. Aujourd'hui encore, à Mirandole, des milliers de personnes vivent toujours dans des tentes installées au milieu des champs. Ce tremblement de terre a essayé d'effacer notre identité. Nous n'allons pas laisser faire cela. Nous allons retrouver notre ville, notre culture. Les gens veulent retrouver leur foyer, leur service, mais ils veulent aussi retrouver surtout leur identité. Nouvelle NTD, Mirandole, Italie. En Israël, comme partout dans le monde, la préservation de l'environnement est de plus en plus présente dans l'esprit des gens et de nouvelles initiatives voient sans cesse le jour. Voici un jardin permettant aux jeunes enfants de mieux comprendre le fonctionnement de la nature et d'apprendre les gestes qui permettent de la préserver. Un reportage de nos correspondants sur place. En Israël, les problèmes d'environnement attirent beaucoup d'attention. Afin d'obtenir un changement dans les comportements, une idée s'est largement répandue. Il faut investir dans l'éducation. Pourquoi un jardin solaire? Le but est d'encourager le changement dans la perception du public face à l'environnement. Et aujourd'hui, des enfants de différents niveaux scolaires visitent ce jardin. Il est organisé autour de 3 thèmes, l'énergie, l'eau et les ressources. Lorsque nous présentons chacun de ces thèmes, nous abordons en premier la situation actuelle, puis nous examinons les problèmes et nous étudions enfin comment améliorer la situation en changeant notre utilisation des ressources et des technologies. L'eau peut être utilisée plus d'une fois, parfois un nombre incalculable de fois. Dans ce jardin, l'eau de l'étang est dirigée vers un bassin vert où des végétaux sont cultivés. De minuscules bactéries transforment les déjections des poissons en les régénérant et sont ensuite utilisées pour purifier l'eau. De là, l'eau retourne dans l'étang, de sorte que les poissons ont toujours une eau propre. Pour apprendre, il conseille d'expérimenter avec tous ses sens. Les enfants doivent apprendre en touchant, développer leurs sens grâce au sens de l'odorat, de l'ouïe et du goût. Rien ne se perd. Les enfants apprennent à recycler le papier. Par exemple, comment fabriquer de nouvelles feuilles de papier. Quelles nouvelles connaissances les enfants ont-ils appris? On a pris une vieille bouteille, on l'a coupée en deux, on a coupé un demi-cercle dedans et on a réalisé une espèce de raquette de ping-pong. On a fabriqué les balles avec de vieux journaux et on a pu jouer avec. Ce que j'ai préféré, c'est mettre le feu à un morceau de bois avec une loupe. C'est comme si le soleil déposait ses rayons. Sa chaleur a atteint la loupe et le verre a brûlé le bois. Dans le jardin solaire, tout le monde peut apprendre comment fabriquer de l'électricité en utilisant du charbon et de l'essence. On fabrique l'électricité à partir de cette espèce de bateau. L'électricité est transférée dans la roue qui tourne et ensuite elle est dirigée vers les pôles. En fabriquant des flûtes de roseau, comme nos ancêtres l'ont fait dans différentes cultures, les enfants ont acquis de nouvelles valeurs, travaillé en coopérant les uns avec les autres. Une fois que les enfants ont acquis cette connaissance et la transmettent à leurs parents, les parents changent aussi leur comportement et commencent à recycler les bouteilles. Ça commence souvent par les bouteilles. Gardons l'espoir que la prochaine génération sera prête à préserver les ressources naturelles qui commencent, hélas, à s'épuiser et qu'ils puissent continuer à utiliser des énergies renouvelables. Nouvelle NTD Israël. Intéressons-nous maintenant à la culture traditionnelle chinoise. Sous la dynastie Ming, les érudits chinois aiment à construire des jardins stylisés où ils trouvent paix, harmonie et inspiration. Ces jardins classiques existent toujours, en particulier dans la ville de Suzhou, dans l'est de la Chine. Mais des répliques de ces jardins ont aussi été construites à New York. C'est l'un d'entre eux que nous allons visiter. La sereine beauté du jardin chinois de New York transporte le visiteur dans une époque lointaine de la Chine ancienne. Il s'agit d'une réplique authentique des jardins chinois de la dynastie Ming.
L'idée a été proposée de construire une réplique du jardin de Tsutso ici à New York, mais de construire à l'extérieur. Le jardin présente différents éléments clés que l'on retrouve dans chaque jardin chinois. We have a banana leaf gate here. It basically is a form. Nous avons une ouverture en feuilles de banane ici. Partout où il y a une porte, il y a une forme. Les jardins chinois classiques ont des ouvertures inhabituelles. Là, il y a une porte de lune, comme en ont tous les jardins chinois. You have what they call leaky windows over there. Là, vous avez ce que les Chinois appellent des fenêtres ouvertes qui vous laissent voir une partie du jardin de l'autre côté et qui vous donnent envie de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Un autre type de fenêtre est la fenêtre encadrée. Beaucoup de photographes utiliseraient ce cadre pour prendre des photos. Il y a beaucoup d'éléments traditionnels dans ce jardin qui se retrouvent dans tous les autres jardins. L'eau a une signification spéciale dans un jardin chinois. Il représente l'essence de la vie. Les cascades et les canaux dans les jardins symbolisent le flux et le renouvellement de la vie. Ainsi, les rochers ont une signification spéciale dans les jardins traditionnels chinois. 4 types de rochers sont utilisés dans les jardins chinois de New York. Du granit pour les jardins de rocailles, des stalagmites pour donner un accent vertical, de petites pierres en forme d'œuf d'oie pour les chemins, et la mosaïque de la cour et les rochers sculptés du lac Tai. Originally in ancient China, they mined these rocks from Lake Tai outside of Suzhou. Dans la Chine ancienne, ils faisaient venir ces rochers du lac Tai aux portes de la ville de Tsutso. Ce lac était un lac acide sans doute et les rochers devaient être en calcaire. Et l'eau, en se déplaçant autour des rochers, formait des dépressions. Les Chinois apprécient ces rochers comme des sculptures naturelles. Les rochers du lac Tai symbolisent la sagesse et l'immortalité. Ces rochers Tahu se retrouvent dans presque tous les jardins de la dynastie Ming. À l'intérieur de la maison de thé, il y a une autre forme de sculpture, les rochers Lingbi. L'un sculpté dans la forme d'un phénix ou d'un dragon, l'autre dans la forme d'un buffle ou d'un cochon. Les roches Lingbi sont des rochers métalliques très denses. Si vous les frappez très délicatement avec vos ongles, ils vont résonner comme une cloche. Les Chinois utilisaient ces rochers, leur donnaient des formes et en faisaient des cloches. Les Chinois appréciaient ces roches pour leur forme inhabituelle et leur cavité intéressante. Cette appréciation pour les rochers vient d'anciennes croyances spirituelles et d'une très forte harmonie avec la nature. On pense que les rochers et les montagnes dégagent de l'énergie. Ils symbolisent le lieu d'habitation des anciens immortels taoïstes que les érudits chinois cherchaient à imiter. L'idée de placer d'immenses rochers naturellement sculptés dans les jardins est née au cours de la dynastie Tang, entre 618 et 907 de notre ère. L'empereur Huizong de la dynastie Song a presque épuisé le trésor impérial à la recherche de roches du lac Tai pour son jardin. L'empereur était un peintre, un poète et un calligraphe assidu. Il a formé les habitants de 2 villes entières à la recherche de ces rochers dans le fond du lac. Les rochers jouent un rôle important dans la poésie chinoise et la peinture de paysages, un passe-temps pour les érudits chinois dans leurs jardins. Dans les jardins de style Ming, les rochers, les canaux et les végétaux composent un environnement paisible et idyllique pour les érudits chinois à l'heure de composer une calligraphie, une peinture ou un poème. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité.
Le 3 juillet a eu lieu l'élection du comité municipal de Pékin. L'actuel maire de Pékin, Guo Jinglong, a été élu secrétaire du comité municipal. D'après certaines analyses, Guo Jinglong fait partie de la faction de Hu Jintao et son élection signifierait que Hu Jintao a repris le contrôle de l'administration de Pékin. Cette semaine, la ville de Shifang de la province du Sichuan a été la scène de manifestations massives et violentes. Des dizaines de milliers d'habitants et d'adolescents sont descendus dans les rues pour protester contre la construction d'une usine de molybdène et de cuivre sur place. C'est un projet de 10 milliards de yuans, le plus gros investissement de l'histoire de la ville. Cependant, il s'agit aussi d'un projet qui va énormément polluer la région. Sous la pression massive des habitants locaux, les autorités de Shifang ont finalement cédé ce mercredi en stoppant la construction de l'usine et ont déclaré que ce genre de construction ne verrait plus le jour à l'avenir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.